Ritmo, c'est un centre de ressources technologiques, c'est-à-dire qu'on accompagne les industriels de notre secteur pour les aider à innover. Donc on a différentes prestations dans ce cadre-là, y compris des prestations de recherche ou d'accompagnement réglementaire et des missions également de diffusion d'informations. On travaille sur les différentes thématiques liées à la valorisation en agriculture de produits organiques et d'une manière plus large les impacts environnementaux. Un petit point sur le contexte réglementaire du retour en France, du retour au sol des boues. Le plan d'épandage avec des boues qui doivent avoir un intérêt direct ou indirect pour la santé de l'homme, la santé des animaux, l'état phytosanitaire des cultures, la qualité des sols. Au niveau du plan d'épandage, les avantages du plan d'épandage, c'est qu'on a une traçabilité de la matière jusqu'à la parcelle sur laquelle elle sera épandue et que c'est adaptable au cas par cas. On va adapter les doses et les dates d'apport en fonction des analyses de sol, des analyses de boue, etc. L'inconvénient, c'est que c'est un coût qui est récurrent chaque année et qu'il faut identifier un parcellaire d'agriculteurs qui soit d'accord pour recevoir ces boues et qu'il y a une grosse compétition entre les différents déchets à épandre pour ce parcellaire et de moins en moins d'agriculteurs volontaires. Une autre voie de retour au sol, c'est l'homologation. Donc c'est une reconnaissance par le ministère de l'Agriculture d'une matière comme étant un produit ou un fertilisant. Donc ça passe par une autorisation de mise en marché. Elle est délivrée pour une dizaine d'années par le ministère de l'Agriculture sur un avis qui est rendu par l'ANSES. Et donc cette agence donne son expertise sur la base de l'examen de dossiers techniques et administratifs qui doivent démontrer que la matière a une certaine constance de composition, qu'elle est stable quand elle est stockée, que c'est la même chose toute l'année et que c'est homogène, qu'on prenne dans un bout ou l'autre du tas, que la matière est efficace, qu'elle présente un intérêt agronomique et qu'elle ne présente pas de risque à l'utilisation, ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement, ni pour la chaîne alimentaire. Les avantages, c'est que quand on fait ces dossiers d'homologation qui sont très longs, on a une très bonne connaissance technique du produit et donc on a les moyens de bien maîtriser les risques et de garantir les efficacités. C'est une autorisation qui est pluriannuelle, contrairement au plan d'épandage. Et derrière, on a une valorisation possible sur toutes les terres agricoles. C'est un produit et donc il peut être mis en marché et vendu. L'inconvénient, c'est que c'est une démarche qui est très longue, très lourde et très coûteuse. Pour vous donner une idée, la constitution du dossier technique, ça prend à peu près une année. Et pendant ce temps-là, bien sûr, on n'a pas le droit de vendre le produit. Et puis c'est valable uniquement pour un site et pour un produit. Si on change de site, il faut refaire une démarche d'homologation. Ensuite, on peut avoir des retours au sol par la voie de la normalisation. C'est une mise en marché beaucoup plus simple, ce sont quand même des produits, c'est plus des déchets comme pour les plans d'épandage, c'est beaucoup plus simple que l'homologation. Mais pour ce qui concerne les boues, il n'y a pas grand-chose actuellement. On a une seule norme, c'est la 44095 qui a été créée en 2006 pour les amendements organiques qui contiennent des miates. Donc les miates, c'est un joli terme pour dire boue, c'est les matières d'intérêt agronomique issues du traitement de l'eau. Dans le cadre de cette norme, elles peuvent avoir été méthanisées, mais elles doivent, dans tous les cas, derrière avoir été recompostées. En complément de cette norme qui existe déjà, il y a tout un travail qui est en cours pour plusieurs types de boues, des boues chaulées, des boues séchées, des boues papetières, des engrais classiques qui seraient mélangés avec des composts contenant des boues, donc de la 44095, des composts qui sont à peu près conformes à la 44095, mais qui sont trop riches en phosphore. Un amendement du sol doit fournir pas trop d'éléments nutritifs et fournir surtout de la matière organique. Et il se trouve que de plus en plus dans les composts de boue, on a des teneurs en phosphore qui dépassent les 3%, on atteint 4-5%, et donc on n'est plus dans le domaine de la norme. Et puis bon, il peut y avoir encore d'autres projets qui émergent. Voilà sur les aspects réglementaires, et donc je vais essayer de parler maintenant des aspects d'innovation technologique et scientifique. Alors faire un petit zoom sur les procédés de transformation aboutissant à la production de fertilisants à partir de boue, et puis également des pistes d'innovation en termes de maîtrise de l'impact environnemental. Vous avez entendu parler de la méthanisation, c'est un procédé qui est de plus en plus développé
du fait de la politique en faveur du développement des énergies renouvelables. Et outre la production de biogaz, on a une production de digestat qui est à valoriser. Et donc, dans le cadre de nos travaux, ce à quoi on s'intéresse plus, c'est la valorisation de ces digestats, quel peut être leur intérêt agronomique. Et sachant que ces intérêts agronomiques peuvent être variables en fonction des postes de traitement qui sont possibles. Ici, j'avais fait apparaître des caractéristiques ici de digestats issus de bouts de traitement des eaux urbaines sur des paramètres agronomiques et puis ici sur différents métaux lourds. En comparaison donc, pour les digestats de bouts de traitement urbaines avec différents autres produits, des digestats agricoles et des digestats de fraction fermentescible des ordures ménagères. Donc on a une certaine variabilité des digestats en fonction des postes de traitement et un intérêt agronomique qui peut être soit sur la matière organique et donc considérer les digestats comme des amendements du sol, soit sur l'apport de nutriments, principalement azote, phosphore pour les plantes. On entend aussi de plus en plus parler de struvite. Alors on parle de l'astruvite, mais en fait c'est tout un tas de familles chimiques qui vont apporter de l'azote et du phosphore pour ce qui nous intéresse en termes de valorisation agronomique et éventuellement du magnésium, ici, là et là. Et puis d'autres cations selon les procédés et les réactifs qu'on fait intervenir. On a été mobilisé pour étudier la biodisponibilité des éléments. On dit c'est super, l'astruvite, il y a du phosphore, il y a du magnésium, il y a de l'azote. Est-ce que ces éléments nutritifs sont disponibles pour les plantes, étant donné qu'en France on doit s'assurer de l'intérêt agronomique. Donc on a été vérifié déjà sur la biomasse sèche si on avait un intérêt à utiliser de l'astruvite. Par rapport à un témoin sol où on n'a rien apporté, le fait d'apporter de l'astruvite permet d'augmenter la biomasse produite et de façon à peu près équivalente, en tout cas c'est pas significativement différent, avec un engrais de référence. Pour ce qui est de la valorisation des éléments, donc on a regardé la biodisponibilité du phosphore, où on voit toujours en comparaison avec une référence chimique un effet intéressant de l'astruvite, que ce soit sur la première récolte ou la deuxième récolte, pour le phosphore et également pour le magnésium. Ensuite, on a regardé un certain nombre de caractéristiques analytiques de l'astruvite, notamment par rapport aux métaux. Donc on n'a pas tellement de problèmes par rapport à ça. Ici, on a les seuils qui sont préconisés dans la norme sur les compostes de boue. On voit qu'on est très largement inférieur pour tous les métaux. Et puis on s'est intéressé aux aspects analytiques de la valeur agronomique. Et on a considéré que bien sûr il y a du phosphore, du magnésium, mais il y a également beaucoup de carbone organique. Or c'est censé être un sel, donc essentiellement minéral. Donc ça veut dire que dans le cadre de l'obtention de l'astruvite à partir des boues, on entraîne autre chose dans la précipitation du cristal, de la matière organique, et donc potentiellement on peut se demander s'il y a d'autres choses qui sont contenues dans les boues qui peuvent être entraînées en même temps que cette matière organique et se poser une question de l'impact environnemental de ce qui pourrait être entraîné. Donc on a vu qu'au niveau des métaux il n'y a pas tellement de problème, mais par contre dans les boues on peut avoir plein de choses, de tout un tas de polluants émergents, polluants organiques, polluants émergents, etc. Un autre procédé auquel on s'intéresse, c'est le procédé de pyrolyse. Donc on a été contacté par un consortium européen pour s'intéresser aux bioénergies et particulièrement la pyrolyse couplée avec la méthanisation. Donc dans ce cadre-là, on va mener l'an prochain dans nos laboratoires des essais pour voir à partir de différentes matières quelles peuvent être les qualités du biochar que l'on obtient par rapport à l'usage en agriculture. On est aussi en contact avec un certain nombre d'industriels qui brûlent leurs boues. On s'est intéressé à des tests d'efficacité de ces boues pour vérifier qu'on avait un intérêt à les valoriser en agriculture. Donc ici, on a l'évolution du phosphore qui est exporté à partir de la boue en comparaison à un phosphore qui est exporté avec du triphosphate tri, du TSP. Donc on voit qu'on a quand même quelque chose d'assez intéressant avec ces cendres de boue.
Donc on a une valeur fertilisante avérée. Également un intérêt par rapport à l'effet alcalinisant de ces cendres de boue. Donc ici vous avez l'évolution du pH du sol tout seul. Vous avez en bleu l'évolution du pH pour la chaux à 2 doses d'apport et pour les 2 mêmes doses en marron la cendre. Donc on a également un intérêt au niveau de l'effet alcalinisant du produit. Donc un deuxième intérêt agronomique pour ces cendres. Au niveau méthodologique, maintenant, chez nous, on s'intéresse, je vous ai dit, à l'aspect impact des pratiques agricoles sur l'environnement et on essaye d'adapter une approche évaluation de risque environnemental au contexte agricole, sachant que c'est pas très simple dans le domaine de la fertilisation, étant donné que on a des matières qui sont complexes avec beaucoup de substances et également qu'on a dans le sol beaucoup de choses qu'on retrouve dans les fertilisants et que c'est pas évident de faire la part entre l'effet matrice-réceptrice et l'effet matrice qu'on apporte. Alors, je vais essayer de synthétiser ce que ma collègue fait dans ce cadre-là. Donc, elle se focalise sur un point clé du retour au sol des boues, qui consiste à caractériser l'exposition dans le système à travers un scénario bien établi qui repose sur des hypothèses de départ et faire des calculs de concentration prévisibles dans l'environnement pour vérifier si ces concentrations sont compatibles avec un risque acceptable. Elle a 2 méthodes d'approche. Une première méthode qui est d'approche par les substances, où elle va identifier dans la boue de départ quelles sont les substances qui peuvent présenter un caractère dangereux et comparer les concentrations dans ces substances à des seuils qui sont définis par l'INERIS et des concentrations qui sont estimées également dans l'environnement et calculer un indice de risque pour chaque substance qui est présente dans la boue. Il y a une autre approche, enfin 2 autres approches qui sont des approches matrices. Alors l'inconvénient de cette approche par substance, c'est que derrière, dans une boue, on a tout un tas de substances organiques ou minérales, et que regarder chacune indépendamment des autres est un peu dangereux, et de plus en plus les toxicologues et les écotoxicologues parlent des effets cocktails des substances mélangées entre elles. D'où l'intérêt d'une approche par matrice. Alors, il y a deux approches possibles. Une approche par seuil de sensibilité biologique, où on va regarder le résultat de différents tests d'écotoxicité réalisés sur des échantillons pour faire une estimation du risque. Ou une approche par modélisation d'un scénario de transfert, où on va prendre en compte des résultats d'écotoxicité pour évaluer une PNEC globale, donc une concentration globale n'ayant pas d'effet de l'échantillon, et comparer à l'apport de l'échantillon dans l'environnement pour faire un calcul d'indice de risque. Alors, sur une étude qu'elle a menée pour une boue, l'approche substance montrait qu'il n'y avait pas de risque avéré parce que l'indice de risque était très inférieur à 2. Mais dans son cas, sur la boue considérée, il n'y avait pas de données sur les composés traces organiques et éventuellement d'autres polluants. C'est-à-dire que les seuils de détection des laboratoires étaient très inférieurs aux seuils considérés comme pouvant avoir un impact dans l'environnement. Donc toutes les réponses étaient inférieures au seuil de détection pour la boue, mais derrière pas exploitables par cette méthode. Et puis on n'a pas de données sur les bioaccumulations ou les biodégradations qui peuvent intervenir sur ces polluants et leurs interactions, donc les effets cocktails. Pour les approches matrices, l'approche SDB, donc seuil de sensibilité biologique, on a un risque qui est acceptable pour des apports qui sont de l'ordre de 3 tonnes de matière sèche par hectare, ce qui était la dose recommandée. Et l'approche par modélisation, on n'a pas de risque avéré avec un indice de risque inférieur à 2 ou un risque faible pour certains bioessais avec un indice de risque compris entre 1 et 2. Alors, du coup, on voit que selon les méthodes qu'on considère, on peut avoir des résultats qui varient, qu'on a des limites
pour l'approche substance sur les limites de détermination et de quantification des laboratoires, l'influence aussi du choix des substances qu'on va rechercher. N'importe quel laboratoire vous dira on trouve que ce qu'on cherche, donc c'est aussi très facile d'aller influencer le résultat d'une telle approche. Et puis les aspects transfert. Et par l'approche matrice, les résultats vont être influencés par les choix d'essais d'essais d'écotoxicité qu'on va prendre en compte. Si on n'en prend que 3, on risque d'avoir une surestimation des risques. Et si on en prend 20, on peut aussi se dire on va choisir les résultats qui sont plus favorables. Et puis derrière, une influence du modèle de transfert, selon qu'on considère des conditions extrêmes, pluie d'orage, etc., ou une pluviométrie moyenne, des distances par rapport au cours d'eau, etc. Donc une première perspective pour nous, c'est de travailler sur des faisceaux d'indices et pas uniquement sur un résultat d'une seule approche, et pouvoir derrière rendre ces faisceaux d'indices au commanditaire pour que lui puisse décider quel est le risque qu'il souhaite prendre, et fournir des outils d'aide à la décision sans que l'étude ne se substitue à la prise de décision. La deuxième perspective sur laquelle on travaille, c'est le développement de nouveaux outils écotoxicologiques qui soient adaptés aux écosystèmes agronomiques. Donc là, c'est la dernière diapo. On a développé un certain nombre d'indicateurs microbiens de la qualité des sols, des indicateurs microbiens en interaction avec les plantes, donc les champignons mycorhizogènes ou les bactéries de type rhizobium. On s'intéresse également à des groupes fonctionnels et on va regarder les bactéries nitrifiantes et symbiotiques qui interviennent dans le cycle de l'azote et les champignons qui interviennent dans le cycle du phosphore, et regarder à différentes échelles de mesure, que ce soit la colonisation des racines, la croissance, la diversité et également la diversité génomique des bactéries du sol.